Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Une nouvelle semaine, toujours anxiogène au niveau du marché, mais voyons le beau côté des choses. Comme le ferait NG Crypto, plus les semaines passent et plus on se rapproche du prochain halving. Et disons qu'entre-temps, on ne risque pas de s'emmerder. Alors le Fear and Greed est à 23, toujours dans la peur ou l'extrême peur en fonction du site qu'on regarde. En même temps, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Le Social Index qui nous sert strictement à rien depuis des mois et le Market Order Flow en recherche d'achat. Avant de vous laisser déguster votre Zap XXL du lundi, voici les gagnants tirés au sort en live hier sur Twitch. Eric D, Agathe, Monsieur Daddy66 qui gagne 2 NFT, David Birota, Nicolas Despasse, Neo Magic, Chillboom et Schmidt Sylvain. Si vous voulez voir ou revoir ce live, le lien de la rediffusion se trouve dans le commentaire épinglé. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une belle semaine. C'était Zap Crypto. Il est à 2,69 €. Moi, je prends €. Moi, je suis une vieille de la vieille. Alors. De toute façon, on est bientôt à 1 pour 1. Ouais, donc ça change rien. On est à 1. On est bientôt à 1 pour 1 en euro-dollar. C'est vrai. 1,04. Un petit DCA sur Bitcoin pour commencer, pour finir la semaine plutôt. C'est parti. Un bon bonzi, un bon shitcoin. Hop. Et voilà. Et maintenant j'ai encore moins d'argent dans mon bac de stable. Tout va bien. Et Ethereum est à 1000, j'attends que ça descende en dessous de 1000 pour acheter. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un message pour les personnes de la région toulousaine. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, je vous parlais du restaurant et bar Le Bon Mélange situé à Blagnac à côté de Toulouse qui avait commencé à accepter les paiements en crypto. Eh bien aujourd'hui, à l'initiative de Nathan, le gérant du restaurant, ils vont organiser une soirée spéciale autour des cryptos ce vendredi 9 septembre avec des animations, des jeux concours ou encore une chasse au trésor qui donneront accès à de nombreux cadeaux comme par exemple un NFT qui donne le pouvoir de l'happy hour permanent et à vie. Et je précise que dans ce restaurant, les personnes qui payent en crypto ont droit à une réduction de 10%, donc si vous êtes dans la région toulousaine et que vous voulez passer une bonne soirée autour d'un verre et d'un bon petit plat, toute l'équipe du restaurant Le Bon Mélange vous donne rendez-vous ce vendredi 9 septembre pour une soirée exceptionnelle autour des cryptos. A savoir que si vous voulez participer à la chasse au trésor qui a lieu jusqu'à vendredi, je vous mets leur site en description et si vous voulez avoir plus d'informations sur la soirée, je vous mets également en description leur Instagram. Et au passage, je tiens à féliciter Nathan pour cette initiative qui fait grandir l'adoption des cryptos en France. Et c'est basé sur combien d'articles tout ça? Donc on a entre 3 à 6 articles par jour de coups qui sortent. Est-ce que c'est basé sur 100 articles, sur 1000 articles? Alors comme je le disais, je travaille avec une dizaine de sources de news. Donc moi ce que je vais faire avant de lancer tout ça, c'est que je vais aller regarder sur chaque site un à un ce qu'ils ont sorti. Ensuite, je vais en prendre 3 ou 4, dépendant des différents articles qu'ils ont pu écrire. Mon petit robot va les récupérer, il va les résumer de manière automatique. Et derrière, moi, je fais un choix éditorial pour savoir ce qui est le plus pertinent. Généralement, j'essaie de mettre une news BTC, une news alt/mining et une news un peu sur tout ce qui est sur l'actualité du moment. Et quand il y a 6 news, soit je double. Mais généralement, quand il y a 6 news, c'est qu'il y a un article qui peut être un petit peu orienté. Et donc, j'en mets un deuxième qui parle de la même chose avec un point de vue différent. Le but, c'est vraiment d'informer plutôt que d'informer de manière neutre. Juste avant de venir sur le tableau comparatif, il y a également quelques inconvénients à avoir en tête. Le plus gros inconvénient de tous, c'est le fait qu'un paiement par carte est techniquement un fait générateur d'impôts. C'est-à-dire que quand vous réalisez un paiement par carte crypto, c'est comme si vous faisiez un change de crypto vers de l'euro pour réaliser votre paiement. Techniquement, comme la loi le prévoit, c'est comme si vous aviez fait un change de crypto vers une monnaie fiat et donc vous êtes censé calculer quelle est la plus-value que vous avez générée en crypto-monnaie et payer l'impôt sur cette plus-value. Évidemment, ce n'est pas réalisable. Autant vous dire que faire un recalcul complet de la plus-value que vous avez
avez généré à chaque paiement, ce n'est même pas possible de le déclarer correctement aux impôts. Malgré tout, il existe des solutions comme Waltio qui vous permettent de calculer votre plus-value globale, combien est-ce que vous avez dépensé par carte pour payer votre plus-value, si tant est que vous avez fait de la plus-value dans le monde des crypto-monnaies. C'est ce point-là qui est encore très flou légalement et qui fait que beaucoup de gens ont peur d'utiliser des cartes de paiement crypto. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez l'habitude de les utiliser, à partir du moment où votre quitus moral est respecté et que vous avez conscience, si c'est de la plus-value, que vous avez à payer 30% d'impôt sur vos dépenses, gardez-le en tête et prévoyez cette ressource au cas où le fisc viendrait à vous la demander. Je dois vous avouer que je rencontre énormément de gens qui ne se posent pas du tout cette question et qui ne s'en préoccupent pas, mais ma position n'est pas de vous dire quoi faire, au contraire de vous expliquer qu'est-ce que la loi prévoit techniquement pour vous. Le deuxième gros inconvénient, c'est que la plupart des cartes donnent des offres très généreuses, avec des gros bonus, parfois même de très gros cashback, mais ce n'est jamais durable. Le but est d'avoir un maximum d'utilisateurs, les marques se font donc concurrence et essayent d'attirer un maximum de clients, mais quand l'offre est très alléchante, généralement, elle ne dure pas dans le temps. La société Ripple, elle, est très déterminée à gagner ce procès et aussi à dénoncer le comportement qui est assez douteux de la part de la SEC. Concernant les prochaines dates importantes du procès, il va y avoir la date du 13 septembre 2022. Cette date correspond à la date limite de dépôt des déclarations pour le jugement sommaire. Sachant que Ripple a obtenu l'approbation du juge pour la diffusion de 7 enregistrements vidéo d'anciens membres de la SEC, dont l'ancien représentant William Inman. Et vu la détermination de la SEC à vouloir dissimuler ces enregistrements, il semblerait que cela soit positif pour le cas de Ripple. Ensuite, le 18 octobre 2022 aura lieu l'opposition à ces requêtes et la réponse à ces oppositions aura lieu le 15 novembre 2022. Avec les nouveaux éléments en faveur de Ripple et les contradictions dans le procès, un arrangement en dehors du procès serait beaucoup plus probable. Selon les documents publiés par Empower Oversight, qui est un organisme indépendant de surveillance de la corruption, l'ancien dirigeant de la SEC, William Inman, aurait eu un intérêt financier dans un cabinet d'avocats partenaire de l'alliance Ethereum. Et tout ça, bien sûr, pendant son séjour à la SEC. Sans transition, on a Vitalik Buterin qui a exprimé des craintes sur l'avenir de Bitcoin qui seraient incertains à cause de 2 points de faiblesse. Tout d'abord, lors d'un entretien avec l'écrivain économiste Noah Smith, il a déclaré qu'à l'heure actuelle, le réseau est convenablement sécurisé en raison des bitcoins distribués à chaque création de bloc, mais lorsque les 21 millions de bitcoins seront émis vers 2140, la seule rémunération des mineurs sera les frais de transaction, et Vitalik estime qu'ils ne seront pas suffisants pour maintenir la rentabilité du minage sur Bitcoin, car par exemple sur la semaine dernière, les frais générés sur Bitcoin représentaient seulement 225 000 $, ce qui est bien inférieur aux autres réseaux comme par exemple Ethereum qui a généré environ 2,7 millions de dollars sur la même période. Donc dans l'état actuel des choses, Bitcoin ne serait pas prêt à survivre uniquement grâce aux frais, mais bon, on peut se dire que le réseau a une centaine d'années pour trouver une solution, donc on est large. Mais Vitalik a également parlé d'un deuxième point de faiblesse qui est la sécurisation du réseau avec le Proof of Work qui pourrait rendre Bitcoin vulnérable aux attaques sur le long terme, car d'après lui, le Proof of Work offre beaucoup moins de sécurité par dollar dépensé en frais de transaction que le Proof of Stake. En gros, d'après Vitalik, à capitalisation de marché égale, le Proof of Stake est plus sécurisé que le Proof of Work, mais il a également précisé qu'il était bien conscient que le changement de système de sécurisation de Bitcoin était peu probable, car il serait, je cite, politiquement irréalisable. Bref, au final, Vitalik Buterin défend sa paroisse avec des déclarations qui risquent d'hérisser les poils de pas mal d'acteurs du secteur crypto, où le débat entre le Proof of Stake et le Proof of Work est un éternel débat sans fin. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que qui va payer les frais de transaction sur Bitcoin ? Sur les 14 dernières années, on n'a pas répondu à cette question, voire on a empiré le truc, puisque, empirer, c'est toujours sympa de faire des transactions pour pas 50 $. Sur les 14 dernières années, on n'a pas trouvé la solution. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait la politique de l'autruche du côté de Bitcoin sur cette question-là qui, pour moi, est essentielle. Et la seule chose qu'on me répond, c'est t'inquiète 2140 pour ceux qui n'ont pas compris que les halvings, c'est plutôt 10 ans. Pour moi, c'est la prochaine décennie est cruciale pour Bitcoin, vraiment. Dans tous les cas, il y aura un nouveau bloc, hein, ça vous inquiétez pas. Mais en tant que pour le succès de Bitcoin, c'est important la prochaine décennie. Mais je partage ta vision et donc tu ne m'as pas particulièrement rassuré, mais au moins tu en as parlé et le débat est posé. Il faut un éthériste pour en parler à la conférence Bitcoin. C'est dommage. Hein. Non, je crois que ça. Moi, j'ai discuté, il y avait des Laurent MT, j'ai discuté avec des Bitcoiners qui sont des Bitcoiners convaincus et qui ont quand même notion de ça. Mais après, c'est sûr que c'est peut-être pas. Et je sais plus, c'est Andrew Postra qui disait que c'était la grande inconnue. Parce que l'autre chose qu'on ne connaît pas, c'est est-ce qu'on connaît des réseaux Proof of Work qui fonctionnent sans inflation. Alors, ça aurait pu être le cas avec Ether, effectivement. Ça aurait pu être le cas d'Ethereum. Très clairement, il y a eu un choix de Proof of Stake pour des raisons techniques. Oui. Donc c'est pas antinomique. C'est pas antinomique et ça a marché pendant, là ça fait 2 ans que les frais de transaction sont élevés sur Ethereum.
Et du coup, oui, ça aurait fonctionné en Proof of Work. Mais c'est tous ces cas d'usage. Il faut accepter qu'il y ait un layer 2 qui vienne s'ancrer et que c'est Luc Das Junior qui disait ça, ne polluez pas ma chaîne. Genre, comme si Bitcoin lui appartenait, mais bon, ça c'est. Non, mais c'est à l'époque. Allez voir l'article, si vous pouvez le mettre en description, de BitMEX Research qui est sur les Up Return Wars, qui est absolument excellent. Oui, je l'ai vu, je vois n'hésitez pas à le mettre en description. Ok, on le fera. Et, ou en commentaire s'il n'est pas. Mais, clairement, c'est. Au bout d'un moment, c'est pas parce que ça nous plaît pas. Un réseau doit être neutre. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça nous plaît pas ou que ça nous intéresse pas. Si ça contribue à la sécurité du réseau, c'est valable. Oui. On va parler maintenant de cette analyse sur le Bitcoin et sur la possible chute prochaine du Bitcoin. Ça nous vient d'un chercheur qui s'appelle Kyle McDonald, que je connaissais pas du tout, mais il y a CoinDesk qui nous a fait un article sur son analyse et sur ce qu'il fait. Et ça se tient en partie, je vais vous en parler. Il dit en fait que le Bitcoin pourrait complètement s'effondrer suite à The Merge, donc la mise à jour d'Ethereum qui arrive bientôt, hein, c'est le 14-15 septembre, je vais vous parler un peu plus de la date dans un instant. Et il nous dit en fait suite à The Merge, le Bitcoin pourrait avoir beaucoup de problèmes parce qu'en fait le régulateur va constater qu'il est possible pour une blockchain comme Ethereum ou comme Bitcoin qui est en Proof of Work de basculer complètement en Proof of Stake, donc c'est-à-dire de ne quasiment plus consommer d'électricité, en tout cas de réduire drastiquement de plus de 90% la consommation d'électricité de la blockchain, et le régulateur risque vraiment de se mettre à interdire, à mettre des bâtons dans les roues du Bitcoin pour baisser la consommation électrique du Bitcoin. Je suis pas en train là de débattre sur le fait est-ce que le Bitcoin consomme beaucoup ou pas, est-ce que par rapport à toute l'énergie consommée dans le monde c'est beaucoup ou pas. Limite ça c'est le discours qui importe peu, parce que ce qui compte c'est l'image que renvoie le Bitcoin, et l'image effectivement que renvoie le Bitcoin actuellement c'est que c'est très consommateur en électricité, et je pense que ça va continuer avec The Merge. En effet, je suis d'accord avec cette analyse que ça va être une difficulté supplémentaire par rapport au Bitcoin, pour le Bitcoin. Après il a déjà plein de difficultés, il arrive à s'en sortir et il a quand même l'historique d'être la première crypto-monnaie, donc je pense moi que le Bitcoin va continuer à exister, mais oui ça peut créer une zone de turbulence on va dire pour le Bitcoin de Merge. En fait bizarrement The Merge ça pourrait avoir un impact sur le Bitcoin. Dans les news également, j'ai oublié d'en parler hier, mais c'est une info qui est sortie depuis 2 ou 3 jours, les États-Unis qui vendent 1,1 milliard d'armes, des armes anti-bateau et des armes air-to-air, c'est-à-dire de la DCA, enfin non, air-to-air, donc ça veut dire que tout simplement ce sont des missiles lancés par des avions, vers des avions, globalement tout ça sent pas très bon. J'ai fait tout un sujet sur Taïwan, regardez si vous voulez aller le voir, je pense qu'il est toujours d'actualité au sujet des semi-conducteurs et toutes ces choses-là, et des ambiguïtés stratégiques que les États-Unis pouvaient avoir avec Taïwan, ce qui bien entendu rend la Chine vraiment pas contente, parce que la Chine considère qu'il y a une unité nationale entre l'île de Taïwan et la Chine, depuis toujours en fait. Donc ils essayent bien entendu de rapprocher tout ça, et là en l'occurrence, ça jette un peu de l'huile sur le feu que les États-Unis vendent directement à Taïwan tout simplement ce type d'armes. On peut imaginer peut-être que la visite de Nancy Pelosi était plus ou moins on a fait du VRP ici. Du coup, donc un tweet de Money Radar par rapport à l'inflation au Royaume-Uni. En ce moment, je vous en parle souvent, en même temps tout le monde en parle, parce qu'on est à des niveaux records depuis plus de 50 ans. Les prévisions ne sont pas optimistes, hein. Le coût de la vie explose. Déjà qu'en Angleterre c'est très très cher. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Angleterre, c'est ultra cher, vraiment. Perso, je me plains pas, je me verse un bon petit salaire tous les mois, mais même moi je me permettrais pas de vivre à Londres, c'est trop cher, vraiment. Après vous pouvez aller dans plein de petites bourgades, il n'y a pas de souci, mais vraiment si vous voulez aller pour le business ou même visiter, vous allez à Londres, c'est un carnage. Et encore, quand j'y suis allé, il n'y avait pas l'inflation qui pétait autant, vraiment c'est ultra cher. Et donc là en plus ils ont fait une étude qui vient de montrer qu'un individu vivant au Royaume-Uni a besoin d'au moins 1810 € par mois pour subvenir à ses besoins minimum. Et attention, là on dit au Royaume-Uni, on parle pas que de Londres. À Londres, j'en suis sûr qu'il faut au moins gagner minimum 3-4 000, et si c'est pas 5 000 € par mois pour pouvoir vivre tranquillement. Mais bon, là, vous voyez que ça explose. Et en plus, le consensus est en train d'annoncer du 15% d'inflation. Et là, en plus, on a entendu il y a pas longtemps, peut-être même un 20% d'inflation. Bref, c'est juste énormissime. Donc, si vous êtes à Londres et que vous me regardez plus Londres, déjà, salut à vous. Et je vous souhaite bon courage.
Nous vous en parlions sur la chaîne il y a peu de temps. Le Sri Lanka, un petit État insulaire situé à la pointe de l'Inde, vient de faire défaut sur l'ensemble de sa dette extérieure. Face à une crise économique inédite et à la colère de la population, le gouvernement a quitté le pays. Le 12 avril dernier, privé de ressources sanitaires, alimentaires et financières, le Sri Lanka a annoncé à ses créanciers internationaux qu'il ne rembourserait pas ses dettes, une échéance de 4 milliards de dollars sur un prêt de 51 milliards accordé par le FMI. Les conséquences de ce genre d'incidents sont lourdes sur les marchés internationaux et elles commencent à être bien connues car depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux pays en voie de développement, les plus vulnérables, se retrouvent eux aussi pris à la gorge par leur endettement. Le Liban, la Zambie, l'Équateur, Belize ou le Suriname ont tous fait défaut au cours des 2 dernières années, dont 2 fois pour la Zambie, et aujourd'hui je vais vous présenter les 10 pays qui ont le plus de chances de suivre le même chemin cette année. Comment détecte-t-on ces pays? Quelles sont les conséquences d'une traite impayée? Et comment réagir face à tout cela? Je vais tout vous expliquer. Donc on peut voir que Emmanuel Macron, dans un conseil de défense consacré à l'énergie, a été lancé. Donc conseil de défense, donc discussion tendue, secrète, aucune diffusion de l'information. Il nous fait après la com que des engagements maximaux d'émissions par CO2 soient pris pour permettre d'avoir un système de contraintes, donc toujours les contraintes. Donc on nous dit au mois de juin qu'il n'y a pas de risque de coupure d'électricité l'été prochain et puis qu'au mois d'août, il faut se préparer au rationnement. Voilà. La Russie vient d'annoncer mardi 30 août 2022 qu'elle coupe l'intégralité de ses approvisionnements en gaz à l'énergéticien français Engie. Visiblement, la Russie est bien partie pour couper tout approvisionnement à l'Union européenne sous peu. C'est l'occasion de parler des conséquences économiques que l'on peut envisager, mais aussi du problème de l'euro qui n'a pas disparu. N'oublions pas que fondamentalement, la machine économique de l'Union européenne est divergente. Dit autrement, elle a installé des déséquilibres qui se renforcent avec le temps. Maintenant, avec la crise énergétique qui touche l'Allemagne de plein fouet, cela n'arrange rien. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec les crypto-monnaies? Pourquoi est-ce que j'en parle sur cette chaîne? Tout simplement parce que tous les événements qui se passent aujourd'hui font partie d'un problème plus large. L'inflation, le surendettement des États, l'appauvrissement généralisé de la majorité de la population au profit d'une ultra-élite et même la possibilité de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la prospérité économique d'un pays. Toutes ces choses sont grandement facilitées par le fait que l'argent lui-même est un système brisé. Un système monétaire défaillant crée forcément des distorsions dans les prix de tous les biens et de tous les services et selon moi, les dangereuses politiques de l'UE ne feront qu'accélérer la chute de ce système. En fait, petit à petit, les gens commencent à comprendre la dure réalité, qui est que les banques centrales ne peuvent pas arrêter l'impression monétaire. Quand il est possible d'ajouter de la monnaie dans le système à l'infini, alors de la monnaie sera forcément ajoutée dans le système à l'infini. Les prix montent, le gouvernement essaye de fixer les prix, donc les profits des entreprises diminuent, donc la production diminue, donc ça cause des pénuries, donc le gouvernement essaye de stimuler l'économie par de nouvelles dépenses, et ces nouvelles dépenses sont financées forcément par plus d'impression monétaire. Et ce cycle continue à l'infini tant que ça a l'air de fonctionner. C'est pour ça que les banques centrales, au final, ne peuvent que continuer à imprimer de la monnaie de façon exponentielle jusqu'à ce que le système finisse par imploser par une perte de confiance dans la monnaie et par soit une hyperinflation, soit une révolution, soit les deux. Puis les investisseurs ont en tête ce qui s'était passé en 1980. Je vous rappelle qu'en 1980, nous avons un dénommé Paul Volcker qui est gouverneur de la Fed, qui est patron de la Fed, et celui-ci, alors que l'inflation était autour de 13%, se dit que ce n'est plus possible, et donc il décide d'augmenter fortement les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, écoutez bien, passent à 20%. 20% sur les taux d'intérêt. Du coup, deuxième trimestre 1980, on a une chute du PIB de 8%, et en plus on a un chômage à 11%. Et donc, les marchés baissent, l'économie est en récession, Paul Volcker reçoit des cercueils chez lui où on estime qu'il faut le flinguer. Bref, ça tourne vraiment au cauchemar pour les Américains, mais en quelques années, l'inflation est vaincue et redescend à 3%. Et donc certains investisseurs se disent que Jérôme Powell n'a pas de choix et qu'on va avoir une séquence très forte de hausse des taux. Et c'est pour ça que les marchés sont vraiment balbutiants, sont vraiment ballottés et ne cessent de baisser actuellement. Alors, que faut-il faire? Il faut vraiment s'armer de patience. Nous sommes nés pour attendre, parce qu'en ce moment, on ne fait plus que ça. On a attendu les chiffres de l'emploi pendant une semaine, et maintenant, on va attendre les chiffres du CPI pendant une autre semaine, qui viendront mercredi prochain. Donc d'ici là, on a le temps de s'amuser et de raconter 50 fois les mêmes trucs, et de changer d'avis encore à peu près 343 fois
avant d'avoir les chiffres du CPI et de savoir, grâce à ces chiffres, évidemment, tout ce que va faire M. Powell pendant les 14 prochains meetings de la Fed, bien évidemment. L'autre sujet de la semaine, parce que oui, merci mon Dieu, il y a quand même d'autres sujets cette semaine, eh bien c'est la Banque Centrale Européenne. Alors la Banque Centrale Européenne se réunira jeudi, alors pas de bol pour les Genevois parce que jeudi c'est congé, donc il faudra faire autre chose que de suivre les marchés financiers, mais en tous les cas, à 14h30 jeudi, la Banque Centrale Européenne va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Alors au vu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, entendu, lu, raconté et rêvé même ces dernières semaines, eh bien on sait déjà plus ou moins que la Banque Centrale n'aura pas trop de choix, d'autres choix, que de monter les taux. La question qui reste, à laquelle il faudra répondre, c'est de combien? Alors aujourd'hui, le marché a pricé, déjà calculé 75 basis points de hausse. Ça sera la jumbo hausse que l'on attend de la Banque Centrale Européenne. Ils n'ont rien foutu depuis 6 mois, donc maintenant il faut rattraper le retard. Forcément, l'autre question sera de savoir si est-ce que ça va suffire à freiner l'inflation en Europe qui est toujours en train de galoper largement en avant de celle des Américains. Donc du coup, on se pose pas mal de questions. Bon, c'est le début de semaine. On pourra regarder aussi parce qu'il y a eu la clôture de mois, j'étais pas là. Clôture de mois ultra dégueulasse, hein, je vous le cache pas. Ultra dégueulasse. Donc tout le travail du mois dernier a été annulé. Niveau price action, c'est plutôt bearish. Au niveau weekly, la weekly est aussi très dégueulasse. Hein, voilà, 2 semaines de rouge. Le rebond, quel rebond! Donc voilà, et on commence le début de semaine déjà dans le rouge. Bon, donc là c'est soit les indices ils sont en mode sympa, vous inquiétez pas, ça va rebondir. Ici il y a un petit gap, mais est-ce que ce gap n'est pas le signal d'une accélération baissière, d'un fort enthousiasme à commencer dans le rouge? Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille pendant cette semaine. Là aujourd'hui j'ai pas le temps, mais on regardera demain s'il y a des événements économique cette semaine. Donc pour l'heure, on est coincé dans ce petit range et on voit. Le Monthly, on a un petit peu peur sur le Monthly parce que le Monthly, tu as la Tenkan ici qui a croisé avec la Kijun. Je vais te dire ça exactement, je me mets en petit log. Donc tout simplement, la Tenkan, c'est la moyenne du prix. Si tu prends les 9 dernières bougies, tu prends le plus haut, le plus bas, c'est la moyenne. Et la Kijun, c'est les 26 dernières bougies. Donc les 26 derniers mois pour la Kijun et les 9 derniers mois pour la Tenkan, parce qu'ici on a une charte à Monthly. Et les anciens bear market, qu'est-ce qu'on a vu? À chaque fois que la Tenkan ici a croisé par le bas la Kijun, si tu veux, la Tenkan, dis-toi que c'est le fils ou la fille et la Kijun c'est la maman, tu vois. Donc quand la fille est passée sous la maman, computer, pinceau s'il vous plaît, où mon petit pinceau est là, tu vois, ici à ce niveau-là, mais par exemple, ancien bear market, on s'était mangé un petit moins 75%, voilà, lorsque la Tenkan a croisé la Kijun, comme on peut le voir ici. Après maintenant, ça c'est Bear Market 2015, maintenant Bear Market 2018, ça a été le même combat, la Tenkan est passée sous la Kijun, ah non, je fais de la merde, excuse-moi, je vais prendre plutôt ici l'échelle, c'est mieux, donc Tenkan croise la Kijun ce mois-ci, allez je suis gentil, je prends quel mois? Allez je prends le mois d'après, voilà, donc je suis gentil, ça en a pris moins 58%, d'accord? Bear Market 2015, Bear Market 2018, pareil, la Tenkan croise la Kijun, allez je prends le mois d'après, je suis gentil, on a fait moins 52%. Et maintenant, ben ouais les amis, malheureusement, on est dans le mois, tu vois, le mois d'après, la clôture, où là, ben, on pourrait dire, moins 50%, ça nous amènerait pile poil à la SSB du nuage Ishimoku, ici en Monthly, et pile poil aux 10 000 $. Donc là, c'est un peu coïncidence, un peu bizarre. Tu vois. Donc, si jamais on fait comme les anciens bear market, et on sait rien, c'est pas parce qu'on a fait 2 fois la même chose qu'on va la faire 3 fois, et puis t'en as un qui dit, oui, Fofi, jamais 203, tu vas te calmer, toi, je prends une couche, ils sont les couches, je vais te bon. Et donc, ben oui, ça peut être un scénario possible de se remanger, mais malheureusement, moins 50%, aller chercher les 10 000 $, voire même faire peur, aller vers les 9 000 $, et tout le monde va dire, c'est fini, la mort du Bitcoin, parce que voilà, dans tous les journaux, il y aura la mort du Bitcoin, pour la 100e fois, mais bah, les 10 000 $, on sera tous en train de pleurer. Moi, le premier, hein, j'aurai des larmes qui vont couler, vous allez voir, ça va être atroce. Bon, donc ça, c'est la seule chose qui fait peur. Ce qui est extrêmement pertinent, c'est plutôt au niveau de l'order flow, et je vais commencer directement par le CVD. Donc rapidement, le CVD, c'est quoi? Le CVD, c'est simplement un indicateur qui va vous indiquer qui vend, qui achète le plus au marché, donc qui est agressif, qui est moins agressif. Okay, et donc tout simplement, quand un CVD chute, bah, c'est qu'il y a beaucoup de ventes au marché.
Là, on est en train de se rendre compte que, par exemple, sur le spot de Binance, donc BTC USDT, ça vend à mort, mais le prix ne chute pas. Deux interprétations possibles. Tant que le support tient, c'est bullish. Ça veut dire en gros qu'il y a plein de gens qui vendent, qui veulent casser ce support, et en gros, il y a des gros derrière qui sont en train d'accumuler. Et si le support tient et que le marché rejette, c'est hyper bull, et là, il y aura un signe de reversal très fort. Et on pourra peut-être se rediriger vers la résistance et peut-être même aller au-dessus des 25 000. Donc ça se joue vraiment là sur du court terme dans les prochaines heures, prochains jours. Mais il y a un gros combat ici que les gens voient pas forcément, mais avec des petits outils comme le CVD, etc. Et ici, à Hitmap, on voit que ça laisse des traces. Pareil, au niveau des contrats perp, ce qui est très dangereux, donc là, c'est les gens qui vont faire du levier. Là, on est sur le spot, donc là, il n'y a pas de levier. Enfin, à ma connaissance, BTC USDT. Je crois que vous pouvez mettre du levier sur BTC USDT, mais bref, c'est pas un contrat perpétuel. Ici, on n'a pas d'open interest ouvert, enfin, on n'a pas d'intérêt ouvert, donc d'open interest. Là, je vais aller sur le contrat perp directement, ou c'est un contrat dérivé du marché spot, ou c'est que pour de la pure spéculation. Et là, on se rend compte que depuis plusieurs jours, sur ce support ici, ça vend aussi, donc ça short au marché à mort. C'est-à-dire qu'on a ici une grosse hausse d'open interest, on a eu ça encore samedi, où le prix ici tient le support, donc ça chute un petit peu, l'open interest explose, le CVD tombe, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de ventes au marché, donc là il y a beaucoup de mecs qui ouvrent des shorts au marché sur le support, et pour autant ça tient. Donc en gros il y a des gens en face, vu que l'open interest monte, il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent, les shorters sont agressifs et eux vendent à mort sur le support pour essayer de le faire casser, mais ça casse pas, et les acheteurs eux achètent en fait en limite et accumulent ici. Si le support tient, c'est exactement ce que je vous ai dit sur le spot. Il faut s'attendre à un gros short squeeze, une grosse bougie verte qui va choquer tout le monde, je pense. Genre un gros truc comme ça, un plus 1000-1500 $ très vite pour liquider tous les vendeurs qui sont venus accumuler sur le support. En revanche, si le support cède, attention aux bulls. Pourquoi? Parce que il y a toujours une épée de Damoclès pour les bulls. Parce que, ok, là, ils sont en train d'aspirer un petit peu tous les vendeurs agressifs. Mais derrière, il faut que le support tienne et il faut aller au nord. Donc ETH en mensuel, il n'y a pas grand chose encore, c'est normal puisque il n'est pas aussi vieux, hein, il date de 2017, donc on n'a pas encore trop de données pour le monthly. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'on est en dessous de la Kinjun mensuelle, on l'a cassé pareil au niveau de mai, et donc ça c'est plutôt très riche. On va regarder en weekly, on aura un peu plus de données. Voilà, un peu plus de données. Donc ici le bull run a été lancé quand on a pris le nuage. Bon, ici, il y a eu le Covid. Donc ici, on aurait pu se dire, yes, c'est parti, mais Covid, événement Black Swan. Mais ici, quand on a repris la Kinjun weekly ici et qu'on a break le nuage weekly, on pourrait se dire qu'on est parti en bull run. Et derrière, on a eu un super bull run mené par la Kinjun. Vous voyez ici, en violet, la Kinjun qui suit bien weekly, qui suit bien l'événement. Et puis, on aurait pu sortir ici tranquillement. Après, il y aurait un petit bout de rallye, mais bon. On voit que ici, on est plutôt aux alentours du 9 mai. Donc ici, on aurait pu se dire ça va tenir. La bougie juste après de weekly ici nous dit shorter, on part dans l'autre sens. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Et pour l'instant, on est en train de faire un plat de weekly à 2500. Voilà, entre les 2500 pour le weekly et le monthly en Kinjun. Avec surtout le gros plat de SSB qui est en train de se former à 3000. Donc il faudrait vraiment reprendre toute cette zone pour se dire on repart dans un rallye longue durée. Voilà, pour l'aspect, on va dire, longue durée des terres. Il se trouve du coup, on va dire, allez, entre les 2500, mais il faudrait vraiment reprendre ce cloud au-dessus des 3000 $ à l'heure actuelle. Il faut bien sûr ne pas oublier la lagging span qui elle aussi devra franchir tous ces obstacles avant de pouvoir reparler d'un superbe rallye comme ici. Donc là, c'est comme ici, on a incité les gens à acheter pour derrière TP, d'accord, sur les acheteurs. Donc pourquoi? Pour vendre ici, il faut des acheteurs. Donc on les incite à acheter pour ici vendre sur leur dos. Car si derrière, face à un vendeur, il n'y a pas un acheteur, il ne peut pas vendre sa position, surtout si c'est des grosses positions. Donc on a incité les gens à acheter pour vendre sur leur position acheteuse, d'accord? Parce qu'en face d'un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Voilà pour votre information comment ça marche. Donc là, s'ils ont fait descendre de prix, d'accord? Ils cherchent quoi? Ils cherchent forcément des acheteurs pour vendre. Donc s'il n'y a plus assez d'acheteurs ici, donc ils voient que la force d'achat n'est pas assez importante par rapport à ce mouvement-là où ils ont fait rêver avec des news. Donc cette force ici, acheteuse ici, donc elle n'est plus assez importante. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir créer un mouvement de hausse pour créer de l'achat, s'ils veulent vendre encore et faire descendre le prix. Ok, voilà, vous devez comprendre ça. Donc ça veut dire ici qu'on peut créer un mouvement d'incitation acheteuse, qu'on peut faire monter le prix jusqu'ici. Hein. Ok, comme ils ont fait là. D'accord?
Donc on pourrait créer un mouvement d'incitation acheteuse pour vendre. D'accord? Je voulais maintenant vous parler de NFT avec Bill Murray qui avait mis un NFT aux enchères et qui avait récolté dans les 185 000 $. Donc Bill Murray, c'est un acteur très connu à Hollywood. Et ben juste après la vente et les 185 000 $ qu'il a récupéré, et ben son wallet s'est fait pirater. On n'a pas les détails du piratage, comment le hacker a pu obtenir ce wallet, mais voilà, c'est arrivé. Est-ce que c'est du phishing? Probablement. Il n'y a que, on va dire, les 119 Ethers qui ont été volés. Mais en fait, il faut savoir que Bill Murray, il avait plein de NFT différents. Le hacker n'a pas réussi à les voler. Il y avait une équipe qui protégeait en même temps le wallet de Bill Murray. Ils ont pu transférer tous ces tokens, mais l'argent est bien parti. Donc voilà, encore des problématiques sur le réseau sur les cryptos. En fait, c'est le risque de piratage. Oui, c'est un risque qui existe. Il y a des moyens de s'en prémunir. Là, on n'a pas les détails, mais c'est probablement du phishing sur Bill Murray. Le NFT Elrond EGLD lance sa propre marketplace NFT. Voilà une nouvelle qui est bonne pour ceux qui aiment le EGLD, ceux qui aiment Elrond. Vous savez, dans notre système, nous, on est comme dans tous les systèmes au monde, malgré qu'on soit un super écosystème, la DeFi, j'adore, il y a NFT, etc., mais on est comme partout, hein. Il y a des gens qui vont aimer un truc, d'autres pas un truc. L'important, ça va pas être d'aimer, ça va être d'être honnête, on va dire, en gros, quoi. Parce que d'être dans une société honnête, une société qui va pas mettre la clé sous la porte et se tirer. C'est pour ça qu'on doit bien les étudier. Après, vous avez des grosses sociétés qui sont solides, on les aime pas, parce que voilà, les produits ne conviennent pas, ça c'est autre chose. On aura toujours ça dans notre écosystème. C'est un peu normal, hein, c'est comme ça la vie, hein. Allez, donc on choisit en tout cas grosse société qui avance aussi, hein. Le deuxième projet dont je voulais te parler, évidemment je te mettrai tous les liens dans la description en dessous si tu veux vérifier par toi-même, c'est du coup Afterland qui est un FPS qui est actuellement développé sur la blockchain Wax. Afterland, si tu regardes un petit peu le trailer, ça devrait te rappeler un jeu, hein. C'est des graphismes qui sont notamment inspirés d'un jeu comme Borderlands. Ça sera du coup un FPS avec une partie PVP et également une partie PVE. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir un système qui récompense les meilleurs joueurs, donc les perdants en fait, ceux qui seront les derniers, les moins bons paieront les récompenses des meilleurs, donc pour éviter d'avoir justement un système de Ponzi. Au niveau de la roadmap, où est-ce qu'on en est? Alors le jeu n'est pas prévu de sortir tout de suite. Là, pour moi, là où c'est intéressant de s'y intéresser à partir du mois de septembre, c'est tout simplement parce qu'il devrait y avoir un listing et une bêta qui devrait sortir prochainement, avant la version finale du jeu qui devrait sortir plutôt en début d'année 2023. Donc je trouve que c'est un bon timing pour s'y intéresser. Le géant LG est sur le point de lancer son propre portefeuille de crypto-monnaies baptisé Walipto, en association avec HBAR, qui est déjà associé à des géants comme EDF, Deutsche Telekom, Boeing, IBM ou encore Google. Pour le moment, ce sera un wallet principalement pour les NFT, et d'ailleurs, c'est pas la première fois que LG montre leur envie de développer leur influence dans l'internet des objets, ou les NFT. Puisqu'en juillet dernier, ils ont déposé une demande de marque pour une entité dénommée LG Art Lab, grâce à quoi ils souhaitent proposer non seulement un logiciel pour l'émission et le trading de NFT depuis une télé, oui, t'as bien entendu, depuis une télé, et un autre logiciel pour des transactions de crypto depuis une télé également. C'est génial, j'adore. Bon, pour le moment, LG n'a pas communiqué davantage sur le dépôt de cette marque, mais l'arrivée de Walipto pourrait bien changer les choses pour l'écosystème Web3 de l'entreprise. Nous allons examiner ensemble plusieurs points qui justifient l'intérêt majeur porté à ce projet. Bien que l'univers crypto soit rempli de nombreux jeux de rôle à grande portée, la qualité réelle de ceux-ci est loin d'être égale aux jeux vidéo actuels sur ordinateur. Le motion matching, qui vise à accentuer la correspondance des mouvements, est un outil récent et super avancé que l'équipe de Mirandus vise à en tirer pleinement parti. Les animations, avec le motion matching, la correspondance des mouvements, aura une qualité plus élevée et réaliste tout en rendant les animations moins éprouvantes pour le système de jeu. L'équipe de Mirandus a voulu se concentrer sur les déplacements des joueurs. Plus qu'un déplacement fluide, l'équipe du projet veut que le mouvement soit parfait
étant donné que le jeu lui-même est sur le point d'être immense, permettant aux joueurs de le parcourir et de le construire là où ils le souhaitent. La qualité des déplacements est la marque d'un grand titre. L'équipe de Mirandus garantit et passe beaucoup de temps à fournir un ensemble de règles extrêmement raffinées concernant les mouvements du joueur, afin que les futures extensions de l'univers de Mirandus puissent s'intégrer parfaitement. Et on finit quand même la vidéo forcément en parlant très rapidos du Tama Dodge qui a franchi donc la barre des 11 millions. Donc là on est à 11 450 000 de levée de fonds. Ils veulent arriver à 19 millions. Est-ce qu'ils vont y arriver? On ne sait pas. Suite du feuilleton de demain. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.